Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans notre magazine Il était une fois. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, il était une fois une rencontre avec Laurent Demoulin. Laurent Demoulin, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes romancier, poète et vous enseignez plusieurs cours de littérature à l'Université de Liège. Vous avez publié aux éditions Gallimard un livre intitulé Robinson qui a obtenu le prix Rossel. Première question toute simple, qu'est-ce que cela fait quand on est un auteur et qu'on reçoit le prix Rossel ? Oh ben, ça fait très très plaisir parce que le livre a une nouvelle vie vraiment depuis qu'il a obtenu ce prix, et alors que les livres souvent ne vivent parfois que 3 mois. Là, il est sorti fin 2016 et voilà, je suis avec vous pour en parler. Donc, c'est une sorte de surcroît de vie et qui me fait très plaisir, d'autant que c'est un prix qui est distribué par des écrivains et des libraires. Et ce sont tous des écrivains que j'ai lus. Pas en fonction du prix que j'avais lu avant et que j'apprécie. Donc oui, ça fait très très plaisir. Qu'est-ce qui fait que vous avez souhaité écrire un tel livre ? C'est une question compliquée parce que j'écris depuis très longtemps, depuis l'enfance presque, en tout cas depuis l'adolescence. Et pendant longtemps, ce sujet-là, cette expérience que je vivais dans ma vie avec donc disons un enfant qui ne parle pas, je n'écrivais pas à son sujet. Je n'arrivais pas à trouver le biais pour en parler. Et donc je continuais à écrire sur d'autres sujets. Et puis à un moment donné, ça m'a semblé absurde, si vous voulez, de continuer à écrire sans parler de cette chose si brûlante et si importante qui avait lieu dans ma vie. Et donc il a fallu que je trouve un biais pour en parler de manière satisfaisante au niveau littéraire et tout en respectant ma vie privée quand même. C'est trouver un équilibre. Est-ce que c'est un roman ? C'est une thérapie ? C'est de cet ordre-là Non, c'est un roman, c'est pas une thérapie. J'écris par ailleurs de manière thérapeutique un journal, pas tous les jours, de temps en temps, quand ça me fait du bien. Et ce journal, c'est vraiment très, très, très mauvais au niveau de la langue et au niveau littéraire, mais ça marche, ça m'aide à vivre, à surmonter les difficultés de la vie. Mais je ne le relis pas moi-même, et je ne voudrais pas que quelqu'un l'ouvre. Enfin, avant de partir, il faudra vraiment que je brûle tout ça, parce que ce serait vraiment trop la honte. Donc l'aspect thérapeutique de l'écriture n'a pas besoin de la littérature. Il peut se faire sur un sous-boc de carton de bière. Tandis que quand on essaye de faire quelque chose de littéraire, peut-être qu'il y a quand même un aspect thérapeutique qui revient par derrière, mais c'est pas ça le but. Le but, c'est de continuer à écrire, si vous voulez. J'écris, je dois continuer à écrire. Et je ne peux pas... Georges Bataille disait « La littérature, c'est l'essentiel ou ce n'est rien ». Et des phrases de ce type-là me disaient « C'est quoi l'essentiel pour toi ? Il faut que tu parles aussi de cette expérience-là, quoi. Et pas seulement de choses plus extérieures. » Voilà. C'est une autobiographie, alors ? Je dirais un roman autobiographique, parce que c'est quand même romancé, et c'est construit comme un roman, si vous voulez. C'est à partir d'une matière autobiographique, j'ai construit un roman, et je ne m'engage pas auprès des lecteurs et des lectrices à dire tout ce que je dis là est vrai. Les personnages secondaires, ils sont parfois inventés. Si je raconte une promenade en ville, en fait, je me nourris de 15, 50 promenades en ville pour n'en faire qu'une seule. Ce sont tous des procédés romanesques, si vous voulez, où je décris dans le détail une scène. Quand on décrit dans le détail une scène, on est toujours obligé de compléter la mémoire parce qu'on oublie, etc. Le personnage principal, le narrateur, il me ressemble, mais si je suis honnête avec vous, je dois bien dire qu'il est quand même un peu idéalisé. Hein. Donc, certains lecteurs m'ont dit « J'aurais voulu avoir un père comme toi ». J'ai dit « Mais attends, c'est un roman, je ne suis pas inspiré de mes bons côtés, si vous voulez. Hein. Mais ce n'est pas tout à fait moi, il faut être honnête. » Pourquoi le titre Robinson ? C'est le nom du personnage principal, donc cet enfant, je dis oui, autiste, qui ne parle pas. Et ça m'a plu, c'est venu un peu par hasard. C'est dans une revue de poésie où on me demandait d'écrire à Robinson, mais Robinson Crusoe, le personnage littéraire. Et je n'avais rien à écrire à ce personnage. Alors je me suis dit, mais je pourrais employer ce nom-là pour parler d'un enfant, oui, autiste. Et ça m'a plu ce nom parce que c'est le nom d'un héros.
de la littérature et j'avais envie que que le personnage de l'enfant ait quelque chose d'héroïque, que ce soit pas dans la plainte, que ce soit un peu, que ça le valorise. Et donc le nom de héros, je trouve ça valorisant. Ça sonne bien, en plus Robinson, je trouve ça joli. Et puis, comme il était question d'autisme, la métaphore la plus courante quand on parle d'autisme, c'est la métaphore de la bulle autistique. Et cette métaphore-là, je la trouve vraiment trop sévère, trop dure. Ça donne une image d'un enfermement absolu, total, étouffant. Alors que s'il y a bien une coupure, elle n'est pas totale. Et donc la métaphore de l'île déserte, auquel renvoie le nom Robinson, c'est une coupure partielle sur l'île. Il y a de l'air, il y a des arbres, il y a des fleurs, il y a des animaux. Et puis, il y a la possibilité d'un vendredi. Et donc, en l'occurrence, peut-être que le père de l'enfant, c'est une sorte de vendredi. Alors, vous l'avez déjà cité à 2 reprises, vous dites les 8 autistes. Quand on lit votre livre, il y a les 8 autistes et il y a les non-autistes. Oui. Ça m'a amusé. Pourquoi cette catégorisation-là? Ça m'a amusé d'inverser le regard. Le regard traditionnel fait toujours que les préfixes négatifs sont toujours apposés à ceux qui portent la différence. Les non-voyants, les sans domicile fixe, etc. Et je trouvais ça intéressant d'inverser la perspective et que ce soit les gens normaux, entre guillemets, qui deviennent les non-autistes. Donc j'ai commencé par trouver cette expression non-autiste. Le père se dit non-autiste. Et puis du coup, en miroir, je me suis dit, mais si je disais en face oui autiste, alors j'ai testé ça dans mes phrases et ça m'a plu parce que je trouve que dans l'autisme, il y a une forme d'affirmation de soi qui n'est pas souvent valorisée, d'abord de la vie, et que ce mot oui, qui est un mot assez fort comme ça, oui autiste, traduisait bien cette affirmation et insistait sur le côté malgré tout positif que j'avais envie de transmettre. Évidemment, je ne souhaite à personne qu'un de ses enfants soit autiste. Il ne faut pas non plus se raconter des histoires. Mais je voulais qu'il y ait quand même cet aspect-là aussi. Donc mettre le positif une fois de leur côté, quoi. Dans cette réalité-là, vous l'avez dit, votre enfant ne communique pas. Qu'est-ce que cela fait quand on est homme de lettres, justement, dans la communication, d'être en relation avec quelqu'un qui ne communique pas, ou en tout cas qui ne communique pas de la même manière que les non-autistes, pour reprendre votre expression? Oui, je pense qu'il communique, et qu'il communique de plus d'une manière, mais il ne passe pas par le langage doublement articulé, le langage humain, ces mots qui sortent de ma bouche et de la vôtre, et qui rentrent dans nos oreilles et nos cerveaux. Il passe par d'autres canaux. Ce qui produit une communication différente, qui a quelque chose de plus direct, mais avec moins de possibilités, évidemment, et il y a une part qui est plus difficile à transmettre une fois qu'on ne passe pas par le langage. Et vous avez raison d'insister là-dessus, parce que c'est vraiment au cœur de ce roman. Pour moi, c'est plus que l'histoire d'un père face à son enfant oui autiste, c'est l'histoire effectivement d'un homme de langage, obsédé par le langage, par la littérature, qui rencontre un enfant qui ne parle pas. Au fond, peut-être que j'aurais pu ne pas parler d'autisme du tout, ça aurait peut-être été très bien aussi. Et donc un enfant qui ne parle pas, et ça perturbe ce père, parce que il fait partie d'une famille d'esprit qui a toujours considéré que le langage entre dans la définition même de l'être humain, que c'est ça qui nous différencierait des animaux. Le langage doublement articulé qui permet de parler de l'avenir, de ce qui n'existe pas, etc. Par opposition aux langages animaux qui n'ont pas toutes ces possibilités-là et qui n'ont pas cette possibilité d'une infinité de messages. Et donc ce serait ça qui nous spécifierait. Et quelque part, le père et moi, derrière, pensons toujours ça. Et en même temps, donc on est face à une contradiction totale, voilà la rencontre d'un enfant qui ne parle pas, peut-être qui n'est pas dans le langage, peut-être un petit peu, c'est mystérieux, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'il reçoit quand même du langage, mais en tout cas, il n'utilise pas pour parler. Et pourtant, il est tout aussi humain que vous et moi. De l'extérieur, bêtement, si je n'avais pas fait cette expérience-là dans ma vie, j'aurais pensé que l'enfant qui ne parle pas serait plus proche de l'instinct, de l'animalité, etc. Eh bien, ce n'est pas le cas du tout. Il n'a pas plus d'instinct. Il est tout autant dans la pulsion, il n'est pas plus dans l'instinct qu'un autre enfant,
ou qu'un être humain qui utilise le langage. Donc il y a un mystère, il y a une question. Et je trouve qu'une fois qu'on est face à des questions ouvertes, comme ça, sans réponse, enfin, la littérature peut servir à ça aussi, si vous voulez, alors que les essais, si un essai pose une question, le lecteur est en droit d'avoir la réponse à la fin de sa lecture. La littérature, elle a le droit, elle a peut-être même avantage à en rester aux questions. Une part par rapport au titre de votre émission, en quête de sens. Peut-être qu'une part de la littérature est en quête de sens, cherche à donner du sens à l'expérience humaine, mais il y a une autre part de la littérature qui sert peut-être simplement à dire je ne comprends pas le sens, je ne sais pas, je suis perdu. Aujourd'hui, maman est morte, Albert Camus, L'étranger, troisième phrase, c'est « ça ne veut rien dire ». Et il ne saura jamais ce que ça veut dire. Aujourd'hui, maman est morte. Ça ne veut rien dire. Eh bien, il y a une part de la littérature qui ne dit que ça. Plutôt que de trouver du sens et de donner du sens, elle dit, on ne voit pas où il est le sens. On est perdu face au sens. Et finalement, c'est un peu ça aussi, ce roman. Je vous propose de trouver dans quelques instants pour la deuxième partie de cette émission. Nous aborderons la thématique. Vous aviez proposé un autre titre qui a été refusé par l'auditeur. Qu'est-ce qui fait justement que votre éditeur a refusé le premier titre que vous aviez proposé? C'est pas l'éditeur qui l'a refusé, mais je vais répondre quand même à votre question. Hein, je prends pour mon élan parce que c'est une question taquine un peu que vous me faites là. C'est pas l'éditeur qui l'a refusé, c'est plutôt mon entourage les amis auxquels j'ai fait lire le livre avant de trouver le bon éditeur. Qui m'ont dit non, ce titre-là, vraiment, Laurent, c'est trop dur. Ce titre, c'était, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, L'amour et la merde. Parce que c'est le titre qui correspondait vraiment, c'est le titre le plus descriptif, si vous voulez, de ce dont il est question. J'espère bien que c'est un roman d'amour, d'un père pour son fils et d'un fils pour son père, d'un amour immobile et réciproque. Mais il est beaucoup question de la merde au sens vraiment courant du terme, donc des excréments qui font partie de cette vie-là. Et ça n'a pas été simple pour moi d'en parler par écrit, parce que c'est pas mon rêve. Enfin, quand je voulais être écrivain, je voulais pas être un grand écrivain scatologique. C'était pas mon rêve d'adolescent du tout. J'ai été vraiment poussé par le sujet lui-même. Et de nouveau, si je n'abordais pas ce thème-là, qui est très dur, j'avais l'impression de mentir, d'échapper à l'essentiel que je voulais capter. Mais une fois que j'ai mis le main dedans, si je puis dire, je me suis dit, mais il se passe quelque chose, quoi. C'est ça qui m'a... La première scène où il a été question de ça, elle n'est pas du tout au début du roman. C'est la deuxième que j'ai écrite, qui s'appelle Au cœur du drame, où il est question de ça. Je ne sais pas à quelle place elle est, c'est le 10e chapitre du roman. C'est le deuxième que j'ai écrit. Et c'est après l'avoir écrit que je me suis dit, continue, il se passe quelque chose. Parce que je trouve que c'est un thème vraiment très fort et qui a un vrai lien entre les deux, entre l'amour et la merde, qui est le lien du soin, et qui est un lien traditionnellement plutôt maternel que paternel. Et donc le fait de langer, de torcher, etc., un enfant, je trouve que c'est une preuve d'amour totale. Je trouve que c'est un grand geste d'amour, d'autant qu'on le fait... C'est plus que ça aussi, parce que malgré tout, votre enfant joue avec, et donc quelque part vous devez nettoyer, vous devez toute la pièce. Il y a des pages très crues quand même dans votre livre où vous abordez ces thématiques-là, où vous passez beaucoup de temps à devoir nettoyer, refaire toute la pièce. C'est la fameuse scène que j'évoquais, là, que vous évoquez effectivement, où ce n'est pas question que du soin traditionnel. Et je pense que pour l'enfant, pour Robinson, sa merde, j'emploie ce mot-là, je trouve que c'est le mot juste finalement, même si je suis désolé pour vos auditrices et vos auditeurs. Mais je pense que la merde pour Robinson est un moyen d'expression, justement. On parlait tout à l'heure, est-ce qu'il communique ou pas? Et je pense que c'est une forme de moyen d'expression presque artistique.
Et en tout cas, il y a quelque chose de très jubilatoire pour lui de s'exprimer de cette manière-là. Mais évidemment, là, on a beau dire que l'amour est la merde, il y a des limites quand même à l'amour. On peut pas, c'est impossible. Enfin, on peut pas laisser l'enfant s'exprimer comme ça trop souvent. Donc, on essaye de l'en empêcher. Donc, il y a une sorte de limite. On est obligé de mettre. Et effectivement, le père doit parfois éponger les œuvres d'art brutes de son fils. De cette manière-là aussi, quelque part, vous entrez très fortement dans l'intimité de votre fils. Oui. Oui, c'est vrai. Plus peut-être qu'un père qui n'a pas un fils, oui, autiste. Oui, c'est une sorte. Ça fait partie de cette relation qui a quelque chose de fusionnel, d'un contact fusionnel et de nouveau type de contact qui traditionnellement est plus du côté de la mère que du côté du père. Traditionnellement, le père entre dans la vie des enfants au moment où il y a le langage, justement. Et je pense que c'est le langage qui produit une forme de distance, et cette forme de distance fait qu'on sort de la fusion. Et la mère et l'enfant aussi sortent de la fusion aussi, traditionnellement. Mais le père, il vient toujours comme dans un après la fusion, dans le système traditionnel. Et là, avec un enfant comme celui-là, le système traditionnel est impossible, quoi. Donc le père se comporte comme une seconde mère, dit-il dans le texte. Et donc, ce rapport d'intimité participe de ce rapport fusionnel, si vous voulez. Et c'est une sorte de découverte pour ce père d'entrer de notre partie du monde, si vous voulez. Et je pense que c'est un phénomène... sans aller aussi loin, évidemment, que dans le cas d'un enfant autiste, où, au fond, tous les pères de ma génération, et peut-être d'une demi-génération avant, se sont quand même mis à s'occuper de langer leurs enfants, les bébés. Et je pense que c'est peut-être une mutation du monde occidental dont on ne parle pas, que soudain, ce domaine-là, qui était réservé aux mères, avec tout ce que ça a de très contraignant et désagréable, mais aussi avec ce que ça représente de gestes d'amour. Voilà, soudain que les hommes s'y mettent aussi. Je pense que c'est vraiment récent. Et je trouve que c'est intéressant d'examiner ça, quoi. Soudain, les hommes ont accès à gestes amoureux et fusionnels avec leur enfant que n'avaient pas nos grands-parents, quoi. Et je pense que ce n'est pas rien. Justement, est-ce que quelque part le fait d'avoir dans le roman, c'est le troisième enfant de ce père. Est-ce que le fait d'avoir eu un enfant autiste a également changé la relation du père avec ses deux aînés? Je ne pense pas. C'est une bonne question, mais je ne pense pas. Je crois que par rapport à ses deux premiers enfants, ce père est un père, disons, moderne, ce qu'on appelait à un moment donné les nouveaux pères, c'est-à-dire un père qui a matiné sa paternité d'une part de maternité, disons comme ça. Le père tendre, le père d'aujourd'hui, donc le père qui s'occupe plus des enfants et qui a un rapport sûrement plus affectueux que le père traditionnel de l'Ancien Régime, je vais dire. Donc il est un père comme ça, mais il est quand même un père. Il est quand même du côté du langage, justement, et pas du côté de la fusion. Et ce qu'il est amené à faire avec le troisième enfant, qui est donc le Robinson, ne remonte pas aux deux autres enfants. Je pense pas. Il garde son attitude de père et son identification première avec ses deux premiers enfants sont à son père. Pour l'imiter, pour s'en distinguer, comme tous les pères, j'imagine, se réfèrent d'abord à leur propre père pour construire leur propre image de père, pas nécessairement pour faire pareil, parfois pour faire l'inverse, etc. Mais quand même, la référence, c'est le père. Tandis que quand il s'occupe de Robinson, il s'aperçoit que malgré lui, sa référence, c'est sa mère. Il se met à parler comme sa mère, à prendre l'enfant dans ses bras comme sa mère le prenait dans ses bras. Et c'est très troublant, ça, pour un homme. Et ça prouve bien que toutes ces questions sont liées à la culture. Parce que si on lui avait demandé de l'extérieur auparavant, il aurait pensé qu'il était incapable de faire ça. Je suis un homme, je ne peux pas être une mère. Comme si c'était quelque chose une essence intangible. Or, non.
Les hommes sont capables d'être des mères, enfin jusqu'à un certain point. On ne va pas les prendre dans nos ventres et on ne va pas leur donner le sein, mais jusque dans certains points, tout ça se passe dans l'esprit. Et l'esprit, le cerveau des hommes et des femmes est le même. Donc un homme peut s'identifier à une mère et se rapprocher du fonctionnement maternel, et inversement, une femme peut s'identifier à un père et se rapprocher du fonctionnement paternel. Mais alors, si je vous entends bien, est-ce que c'est pas un peu schizophrénique de me dire que vous êtes père pour vos deux aînés, mais pour le troisième, vous êtes père et mère? C'est des rôles... Oui, mais je pense que de toute façon, sans aller jusqu'à la schizophrénie, on n'arrête pas de... On se construit tout le temps dans l'altérité. On n'arrête pas d'être... vous n'êtes pas le même individu avec votre meilleur ami, avec votre femme, avec votre mari, avec votre père, votre mère, votre patron. Chaque fois, c'est des virtualités différentes de vous qui sont activées. C'est toujours vous, mais c'est jamais tout à fait le même vous. J'ai certains amis qui considèrent que je suis un universitaire et que je suis un homme sérieux. Et quand je suis avec eux, je suis un homme sérieux, je suis un universitaire. Il y a d'autres de mes amis qui considèrent que je suis un petit rigolo. Et dès que je les vois, il y a une idée de vanne, de blague qui me sort de la tête et je dis une bêtise. Et donc j'active, les deux existent, les deux Laurent, le sérieux et le comique existent, mais on dirait que certaines personnes appellent l'autre et je ne contrôle pas ça. Et je pense que tout le monde est comme ça, donc tout le monde est plus que schizophrénique, plus que double, tout le monde est multiple. Et là, c'est l'enfant qui active une part de lui qui est là, puisqu'il a une mère et qu'il a vu une mère faire. Il a vu sa mère se comporter en mère. Il a eu d'autres enfants, donc il a vu aussi d'autres mères se comporter en mère, d'autres femmes se comporter en mère. Donc ça ne lui est pas étranger. Il y a cette phrase latine de Terence, je suis un homme et rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Mais je crois que c'est vrai, cette phrase. Je suis jaloux de l'écrivain qui l'a écrit, j'aurais bien voulu trouver ça moi-même. Vous dites, je me permets de citer à la page 121, par propos de Robinson, il n'a pas de problème, mais il en est un. Oui, ça c'est une phrase, vous n'êtes pas le premier à la souligner, c'est une phrase qui a frappé plusieurs lecteurs et plusieurs lectrices, et notamment parmi les parents d'enfants, autistes, qui m'ont fait l'honneur de me lire. Et c'est une phrase... que j'ai failli ne pas garder, figurez-vous. J'ai hésité à la garder parce que je trouvais que c'était un peu un jeu de langage, que c'était peut-être un peu facile comme phrase. Et puis finalement, comme on m'en parle, je me dis, c'est les lecteurs qui décident. Donc si elle aide des parents, c'est parce que c'est un peu un jeu, c'est le jeu sur être et avoir, quoi. C'est un peu une antithèse, un peu à la Victor Hugo, je ne sais pas quoi. Donc je me suis dit, est-ce que ça va jouer comme ça, produire des effets? Mais au fond, les lecteurs et les lectrices me disent, cette phrase... on est content qu'elle soit là puisqu'on m'en parle. Donc, et oui, c'est ça, je pense que quelque part, s'il pouvait vivre à sa façon, un enfant comme Robinson, il est heureux, il est bien dans sa peau, il est épanoui. Il a des moments d'angoisse terribles, mais qui n'en a pas. Quel enfant ne connaît pas la tristesse et l'angoisse? J'ai connu l'angoisse aussi quand j'étais enfant, et la tristesse, etc. Mais globalement, en tout cas, il est capable de grande joie. Donc, quelque part, il est bien comme il va, mais le monde n'est plus du tout adapté à ce mode de différence que peut-être dans des sociétés plus archaïques, il pouvait sortir dans la rue, il n'y a pas de danger. Là, c'est impossible. La circulation automobile, l'électricité dans les maisons, le danger est partout. Pour un enfant à qui on ne peut pas expliquer, il ne peut savoir le danger qu'en l'expérimentant lui-même. On ne va pas lui dire... mets tes doigts mouillés dans la prise de courant une bonne fois, tu ne le feras plus. Hein. Donc il est un problème pour la société qui n'admet pas ce type de différence, quoi. Et donc pour les parents qui sont un petit peu les représentants de la société auprès de l'enfant et qui doivent tout le temps faire une sorte de travail, de jonction entre les deux, de transmission entre l'enfant et le monde tel qu'il va. Un enfant, oui, autiste, quelque part, est-ce qu'il transforme l'humanité des non-autistes? Oui, je pense. Je pense que oui. De quelle manière? Je pense que oui. D'abord, c'est une question un peu délicate, parce que quand même si j'ai dit que ce n'était pas moi, le narrateur, il me ressemble. Donc
je vais être obligé pour vous répondre de faire mon propre éloge, c'est un peu gênant. Mais j'espère en tout cas que ça produit une forme d'ouverture d'esprit à la différence et justement une remise en question complète de son fonctionnement par rapport à cette priorité du langage. Et donc c'est découvrir qu'il y a une autre manière d'être au monde qui passe autrement que par le langage et qui passe par une autre forme d'amour, si vous voulez, qui a quelque chose de direct et qui est très mystérieuse, mais qui est très forte aussi. Et donc, oui, je pense que... Et puis le père, quand il était avec l'enfant, à certains moments, il a l'impression qu'il arrive à partager le point de vue de l'enfant. C'est peut-être bien une illusion totale, parce que une fois qu'on est dans le langage, une fois qu'on est dans les mots, je pense que c'est impossible d'en sortir. Mais à certains moments, par exemple quand il marche avec l'enfant, il a l'impression qu'il arrive à sortir du langage et à percevoir les passantes et les passants comme peut-être les perçoit son fils, Robinson, c'est-à-dire sans les mots, donc sans le classement, le rangement apaisant que le langage nous permet et qui nous permet de classer l'altérité des autres derrière un mot qui fait que, voilà, c'est une femme, c'est un homme, c'est un enfant, c'est une personne âgée, c'est un jeune. Hop, il y a une étiquette, c'est rassurant. On sait ce que c'est. Tandis que s'il n'y a pas les mots, c'est juste de présence comme ça, forte, qui est avec tout leur être au monde et être au monde fragile comme ça. Et le père ressent ça quand il se promène avec l'enfant parfois. Et donc il a l'impression qu'il a accès à une autre perception du réel et qui est bouleversante. Alors dans la minute qui nous reste, quel message voulez-vous faire passer avec un tel roman ? Un message de tolérance, certainement. Un message de... je voudrais que les différentes formes de oui autistes, parce que c'est un très large spectre, aient droit à l'existence. Et notamment cette forme-là, c'est-à-dire cette forme-là d'enfants qui ne parlent pas du tout. Parce qu'on parle plus souvent des autistes Asperger qui sont géniaux par ailleurs, et ces autistes-là qui ne développent pas ces capacités extraordinaires, ils sont un peu dans le silence. J'espère leur donner la parole. Laurent Demoulin, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous présenter votre roman qui a reçu le prix Rossel, je rappelle, Robinson, aux éditions Gallimard. Nous arrivons déjà au terme de notre magazine. Merci d'être resté avec nous. Si vous souhaitez revoir cette émission, il vous est possible de le faire en allant sur notre site catobel.be. Au nom de toute l'équipe qui a préparé ce magazine, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très bientôt. De New York à Bruxelles,